Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, le débat d'aujourd'hui concerne la météo. La météo devient-elle folle? C'est la question que pose Chloé Nabédian dans un livre qui paraît aujourd'hui même aux éditions du Rocher. Bonjour Chloé Nabédian. Bonjour. Vous êtes au service météo de France 2 depuis 2016. Oui. Alors j'ai dit ce matin, on ne dit plus Miss Météo, on dit l'un des visages de la météo. Et vous êtes revenu sur tous ces phénomènes météorologiques qui nous font nous inquiéter. Et ce qui est bien dans votre livre, c'est que c'est pas un livre militant. C'est-à-dire que vous ne répondez finalement pas vraiment à la question. Enfin, vous y répondez. Ça dépend des phénomènes. Voilà, ça dépend des phénomènes. Mais cette météo devient-elle folle? On va en parler donc avec vous et avec notre invité qui est là également. Il faut juste que je retrouve ma petite feuille parce que je suis un petit peu dans le bazar, mais ça va arriver. Benoît Rideau, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous. Attendez, parce que c'est comme ça quand on est. Benoît Rideau, donc vous êtes président de l'association des climato-réalistes et vous êtes maître de conférences en mathématiques à l'université Paris 13. Alors appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire quel est votre sentiment. Alors vous n'êtes pas des spécialistes de la météo, mais souvent on entend il y a quand même un problème. Il fait plus chaud, il fait plus froid, il y a plus de tempêtes, il y a plus de choses. Juste un mot sur climato-réaliste, c'est parce que le mot climato-sceptique est connoté péjorativement? Oui, on a choisi de changer de nom pour pouvoir se concentrer plutôt sur le fond, plutôt que simplement savoir si c'est bien d'être sceptique ou pas bien d'être sceptique. Il y avait une sorte de petite controverse de vocabulaire. Ouais. Climato-réaliste, ce que ça veut dire, c'est simplement on regarde le réel, on regarde ce qu'on observe, plutôt que on s'inquiéter sans raison de ce que prévoient les modèles pour dans 50 ou dans 100 ans, qui sont des modèles qui n'ont pas été validés. Alors vous, justement, Chloé Nabédian, l'idée de ce livre est née peut-être de ces questions qu'on se pose autour de la météo, c'est ça? Oui, c'est vraiment, je pense, la question qu'on me pose le plus déjà depuis des mois et des mois. Dès que je sortais d'un plateau, d'un JT, parce qu'il y avait une grande vigilance, on me disait, mais ça y est, c'est la météo qui se détraque, tout devient fou, tout s'emballe. Et en fait, dès qu'il y avait de la pluie, dès qu'il faisait froid, dès qu'il faisait chaud, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'était toujours dû au réchauffement climatique. Et donc, je me suis posé la question de savoir dans quelle mesure, en fait, ce réchauffement climatique qui lui est indéniable, impactant en fait nos phénomènes météorologiques. Ouais, alors, vous avez interrogé des chercheurs, des scientifiques, des météorologues, et la réponse n'est pas si simple que ça. Non, c'est la météo devient folle. Alors. Du coup, vis-à-vis des recherches que j'ai pu faire, la météo ne devient pas en tout cas si folle que ça. Il y a des phénomènes comme les canicules qui effectivement tendent vers une accélération, elles deviennent plus fréquentes, plus intenses. On le voit déjà d'ici 2050 et on le prévoit effectivement jusqu'en 2100 avec même l'épisode de référence de 2003 qui pourrait devenir un épisode de faible intensité par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, il y a des phénomènes qui m'ont beaucoup plus surpris comme les tempêtes. Moi, j'étais la première à penser que les tempêtes s'emballaient également ces dernières années, et en fait pas du tout. Elles ont même tendance à se stabiliser, voire elles pourraient devenir plus faibles et moins fréquentes. Oui, finalement on ne va pas avoir de débat contradictoire puisque vous êtes à peu près... Non, mais tant mieux. Oui, tant mieux. Oui, non, mais l'idée c'est pas non plus de s'écharper, mais justement de comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi on a le sentiment que la météo c'est pire qu'avant, quoi, en gros. Alors d'abord, c'est quelque chose de très ancien. Il n'y a plus de saison, c'est quelque chose qu'on entendait déjà il y a 50 ans. Et on a toujours entendu ça parce que une des explications sociologiques ou psychologiques, c'est que c'est quelque chose de très imprévisible. Et on supporte de moins en moins que les choses soient imprévisibles. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on doit pouvoir tout contrôler, donc y compris le climat. On aurait une sorte de thermostat, de bouton qu'on devrait pouvoir régler. C'est un petit peu ce fantasme de toute puissance auquel nous confronte la question de la météo. Et d'autre part, le climat ou la météo est quelque chose de changeant, de fondamentalement changeant. Alors, vous faites une nuance entre climat et météo? Oui, alors mais ça n'a rien à voir. Rien à voir, disons, le climat est la moyenne sur une trentaine d'années de ce qu'est la météo dans un lieu donné. On ne devrait pas parler du climat, mais des climats, parce qu'il y a même en France beaucoup de climats qui sont différents. Mais toujours est-il que le climat n'est pas quelque chose de stable. Ouais. Et on vit beaucoup dans l'idée d'un paradis climatique originel jusqu'au 19e siècle. Ça aurait été très bien.
Le climat du 19e siècle, paraît-il, était merveilleux et on en serait malheureusement sorti. Évidemment, alors c'est pas le fruit défendu de la connaissance comme dans la Bible, mais c'est la révolution industrielle, ce qui revient un petit peu au même du point de vue mythologique, disons construction mythologique. Et aujourd'hui, on s'étonne de voir que le climat change alors qu'il l'a toujours fait. Il a toujours fait, mais ce que vous dites, Loïna Bédia, dans votre livre, c'est qu'on manque quand même de repères aussi sur les siècles précédents. C'est-à-dire que la météorologie est une science relativement nouvelle, oui. Et donc on n'a pas vraiment de mesures, de choses pour mesurer. Oui, souvent on compare les températures sur les 150 dernières années, parce que c'est là où vraiment on avait les premières stations météorologiques, mais c'est vraiment depuis les années 90, voire 2000 selon les stations météo, on peut avoir vraiment des données assez fiables en fait, parce que c'était pas forcément la même couverture en France il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Et après, l'autre facteur malgré tout, ça c'est pour la météo, mais au niveau du climat, on a quand même des retours beaucoup plus anciens, notamment grâce au carottage des glaces. On arrive quand même à savoir et à connaître ce qui s'est passé au niveau du climat depuis des millions d'années. Et ce qui est indéniable aujourd'hui, et ce que les scientifiques disent en tout cas, c'est que peut-être effectivement qu'on est toujours dans une période de stabilisation du climat, voire naturellement dans une période de réchauffement. Ça c'est effectivement, ça fait partie de notre climat. C'est juste que ça va 1000 fois plus vite que les cycles naturels, et cette accélération en fait du réchauffement est montrée par les scientifiques comme étant due aux émissions de gaz à effet de serre de l'homme. Et en fait, c'est juste que même si on est dans une période naturelle de réchauffement, on a quand même apporté notre pierre à l'édifice sur son accélération malgré tout. Oui, le réchauffement climatique, c'est un mot qui vous hérisse? Non, effectivement. Bon, là pour la première fois, on n'est pas tout à fait d'accord, d'accord, mais on a quand même. Moi, j'apprécie qu'on arrive à être d'accord sur quand même tout un tas de choses, parce que vu la violence du débat qui est en cours aujourd'hui. Le débat est pratiquement impossible. Non seulement est impossible, mais est très guerrier. On a Cyril Dion, quand même, de la Convention pour les citoyennes pour le climat, qui parle de guerre mondiale contre le climat. On parle d'état d'urgence, on parle de mobilisation générale. C'est un vocabulaire très guerrier, très dangereux. Et je suis plutôt content quand on peut débattre, parce que c'est pas si souvent parce que c'est un vrai travail d'enquête qui a fait Loïna Bédia. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais dire qu'on puisse arriver à se mettre d'accord sur des choses simples et qu'on soit pas en train de se taper dessus, c'est très bien. La nuance que vous faites sur le réchauffement climatique. Sur le réchauffement climatique. Donc, on est effectivement tous d'accord, et les climato-réalistes sont d'accord dans l'ensemble pour dire qu'effectivement, il y a eu un petit réchauffement, enfin un réchauffement, disons, pour éviter de quelques dixièmes de degrés en un siècle. Ça n'est pas un réchauffement si grand. On parle de petites valeurs qui sont en fait tellement petites qu'on est à peine au-dessus du bruit de fond effectivement, vous parliez des mesures qui sont difficiles à faire. On a très peu de mesures, et encore en France, on est bien placé parce qu'on a quand même une tradition d'ingénieurs météo depuis le 19e siècle. Mais il y a tout un tas de pays dans le monde où on n'a absolument pas de mesures fiables dans le passé et même dans le présent. On a des instruments de mesure qui n'ont pas été faits pour étudier le climat. C'est souvent on a des stations météo qui sont à côté des aéroports, par exemple, qui se sont développés, et qui, quand vous mettez du bitume tout autour d'une station météo, elle va naturellement avoir tendance à se réchauffer, sans ça témoigne d'un réchauffement climatique global. C'est purement local. On a un tas de problèmes de ce genre. Ce sont les données satellitaires aussi, quand même, qui nous apportent aujourd'hui 90% de l'information. Alors, les données satellitaires, précisément, montrent que le réchauffement est très faible. Elle date il est faible, mais qu'est-ce que vous répondez aux fontes en Antarctique et au GIEC, oui. C'est aussi un des problèmes du débat. Je comprends votre question, évidemment, c'est qu'on met beaucoup de choses d'un coup. C'est-à-dire qu'on a un peu de mal à regarder une question après l'autre, parce que d'une façon générale, les questions environnementales souffrent de l'idée selon laquelle tout serait lié. Et si tout est lié, on ne peut pas faire de science, on ne peut pas vraiment aller au fond des questions. On est un petit peu obligé de... Voilà, j'ai répondu 2 secondes sur la température, puis il va falloir répondre 2 secondes sur la banquise. Ce sont des choses un peu... Alors, on peut parler de la banquise, évidemment, et des glaciers, c'est pas un problème. Mais si on veut terminer juste sur le réchauffement, ce réchauffement est assez modeste. C'est très difficile de le comparer à des périodes passées, parce que effectivement, on a des données comme les carottes de glace, les coraux, un certain nombre d'indicateurs, les cernes d'arbres dans certaines régions, mais ce sont des indicateurs très imparfaits et généralement qui lissent beaucoup. C'est-à-dire que vous allez avoir une tendance qui va vous dire quelle température à peu près il faisait à telle époque, mais l'époque en question, elle va porter sur plusieurs siècles, voire sur plusieurs millénaires, et étudier les toutes petites variations de quelques dizaines d'années qui sont celles à laquelle il faudrait qu'on puisse comparer le climat d'aujourd'hui. C'est extrêmement difficile. Quelque part, c'est déjà un signe, puisque justement, on voit cette étendue sur une très longue période, alors qu'aujourd'hui, on voit cette accélération ces dernières années. Ça montre sur une courte période. Voilà, sur une courte période. Donc ça montre à quel point, finalement, ces données sont visibles même à l'intérieur des glaces.
Non, c'est trop. On n'a pas une résolution temporelle suffisante pour se faire une idée de est-ce qu'il faisait plus chaud en moins 2500 ou en moins 2502. Mais c'est pas ce que disent les glaciologues quand même. Alors que c'est leur domaine de prédilection. Les glaciologues, le grand élément du débat des glaciologues, c'est les carottes, effectivement, notamment de l'Antarctique, qui ont permis de reconstituer l'atmosphère et la température qu'il devait y faire pour les 800 000 ans écoulés. On a Claude en ligne qui nous appelle. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Ben moi, bonjour. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle des carottes où on a 800 000 ans, je connais aussi cette information. Simplement, je rappelle que simplement sur la datation du suaire du Christ à Turin, qui a que 2000 ans, la précision donnée par les gens qui donnent des dates, c'est plus ou moins 400 ans. Donc je veux dire qu'à 800 000 ans, on était certainement avec une datation, avec une précision qui était encore plus large que ça. Et donc moi je pense qu'il est aujourd'hui impossible de certifier que c'est la montée du taux de gaz carbonique qui a précédé la température plutôt que l'inverse. Et donc ce que je conteste, c'est l'affirmation que le changement climatique est totalement anthropique ou essentiellement anthropique. Je pense que là-dessus, c'est une hypothèse de départ et comme toutes les recherches ont été faites sur l'hypothèse, aujourd'hui on a accumulé des choses, mais je crains simplement, si vous voulez, qu'on dépense aujourd'hui des milliards pour des choses qui sont des solutions qui ne serviront à rien, alors qu'il faudrait au contraire scientifiquement chercher comment s'adapter à la variation du climat. Voilà. Oui, Chloé Nabédian, moi j'ai bien aimé votre conclusion. Dans votre livre, vous parlez de la grenouille, de l'histoire de la grenouille. Parce que ça répond un petit peu à Claude. Ça répond un petit peu à ce qu'il est en train de dire, effectivement. C'est un peu la légende de la grenouille, effectivement, où on parle de si jamais on a une marmite d'eau bouillante, on essaie de plonger une grenouille à l'intérieur, elle va avoir un instinct de survie immédiat, donc elle va partir tout de suite et sa vie en sera sauvée. Si jamais vous plongez cette même grenouille dans une eau tempérée, un petit peu fraîche, et que vous montez doucement le feu, elle ne va pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer, elle va même s'y adapter, s'y habituer, et jusqu'à un funeste destin. Et c'est un petit peu, effectivement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ce réchauffement climatique. Lorsque je vous entends dire, excusez-moi, mais que les solutions évoquées, si on dépense des milliards, ne serviront à rien, je ne pense pas que les 1 milliard de personnes concernées par la montée des eaux d'ici la fin du siècle et qui vont devoir migrer et se réfugier en tout cas ailleurs dans le monde pensent la même chose. Nous, on peut penser ça aujourd'hui parce qu'on habite en France, qu'on a un pays riche, qu'on aura donc les moyens de se prémunir de ces dangers qui sont en train d'arriver et qui sont déjà là et présents aujourd'hui. Aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que les populations les plus pauvres pourront s'en protéger ? Je pense que Jakarta est quand même un exemple aujourd'hui. En 2050, cette capitale va donc disparaître sous l'effet de la montée des eaux. Aujourd'hui, les institutions, le gouvernement, pour un coût quand même de 32 milliards de dollars, va déplacer son gouvernement dans une zone préservée. Mais je ne vous parle que du gouvernement, absolument pas de la population très pauvre qui, elle, va rester sur place. Et que vont devenir ces personnes ? C'est toute la question. Alors, sur ce genre de choses, et si on veut en venir à la montée des eaux, c'est quelque chose qu'on doit regarder à l'échelle locale. Ça n'a pas grand sens de dire, on fait la moyenne de la hausse et de la baisse des océans ici et là, et dire, voilà, ça va monter de temps, donc il faut faire ceci, et on va tous mourir noyés si je monte. Parce qu'en réalité, la mer, elle ne monte pas du tout de la même façon selon les régions. Il y a des endroits où la mer monte, il y a des endroits où la mer descend. L'exemple typique, c'est l'île de Grande-Bretagne. Si vous regardez le niveau de la mer en Angleterre, il monte, l'Angleterre s'enfonce, alors que si vous regardez du côté du nord, du côté de l'Écosse, c'est l'Écosse qui monte et la mer qui descend. Tout simplement, c'est pas à cause de la hausse globale du niveau de l'océan, c'est simplement que l'île, pour des raisons de tectonique des plaques, s'enfonce d'un côté et se relève de l'autre. Donc ce genre de question doit être traité, évidemment. Si la mer monte, c'est un problème local, ça se traite localement. On a le même genre de problème en Aquitaine, par exemple, le recul du trait de côte, c'est quelque chose de connu depuis très longtemps. C'est absolument pas dû à une accélération globale de la hausse du niveau des mers. Et pour Jakarta, j'avoue que j'ai pas regardé exactement ce qui peut se passer, mais on a probablement affaire plutôt à des phénomènes locaux qui tiennent au fait qu'on est sur une île. Il faudrait regarder la plaque tectonique sur laquelle elle est. On a le problème en France avec la Nouvelle-Calédonie qui s'enfonce aussi, mais ça, c'est pas du tout pour une question de hausse du niveau marin, c'est simplement la plaque sur laquelle elle est qui s'enfonce. Et ça, on n'y peut pas grand-chose. Pourtant, on va y revenir, c'est passionnant. On y revient, 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio, le débat continue. La météo devient-elle folle ? C'est le titre du livre de Chloé Nabédian aux éditions du Rocher. Un livre passionnant parce que documenté, vous avez mené un gros travail d'enquête et puis avec beaucoup de questions. Qu'est-ce que la neige ? Qu'est-ce
qu'un cyclone, la différence entre une tornade, un cyclone, et puis on découvre des métiers passionnants comme les chasseurs d'ouragans de l'armée de l'air. Donc, et encore une fois, c'est un livre qui est un travail d'enquête. Donc vous exposez des faits, après les gens se feront leur idée, vous expliquez Bien que la sûr, réponse... je n'impose pas un point de vue. C'est pas un livre, j'ai envie de dire, pas militant, s'il l'est d'une certaine manière, parce que vous vous intéressez à ces phénomènes météorologiques et que vous alertez quand même sur certains de nos comportements. Et avec nous en studio également Benoît Rittaud, donc président de l'association des climato-réalistes, maître de conférences en mathématiques à l'université de Paris 13. Donc on a eu un petit débat, Gilles Gansman est resté en studio parce que le sujet vous intéressait. Oui, Il y a des questions sur qu'est-ce que vous, un auditeur nous dit, et qu'est-ce que vous faites des rapports du GIEC? C'est dont on parlait hors micro. Alors, effectivement, les rapports du GIEC, le GIEC est l'organisme qui a été créé un petit peu pour mettre en forme, pour mettre en scène une théorie scientifique. Ça ne me pose pas de problème qu'il y ait une théorie scientifique selon laquelle c'est le gaz carbonique qui réchauffe l'atmosphère et qui crée un dérèglement climatique. Ce type de choses doit exister en science, et il doit y avoir une place en science pour étudier cette théorie qui a un peu plus d'un siècle. Et qui a fait des petits tours de piste de temps en temps, qui est apparu puis qui est disparu. Et ainsi, c'est normal. Le trou dans la couche d'ozone, il a été prouvé, et il est scientifique. Mais c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Oui, mais il est scientifique. Mais c'est complètement différent. Moi, on est là plutôt pour parler de la météo, pas tellement pour parler de couche d'ozone. Donc, le GIEC a été créé pour promouvoir cette théorie-là. C'est dans ses statuts. Le GIEC doit étudier l'impact de l'homme sur le climat. Donc, il a fait ce qu'on lui a demandé. En gros, vous dites que ce ne sont que des théories. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui un organisme qui a, un projet, un programme. On le voit assez. Il n'est pas censé faire des préconisations, mais il en fait quand même en annonçant que, soi-disant, on a eu ça il y a quelques temps, qu'on pourrait se passer presque des énergies fossiles en 2050, ce qui sort un petit peu de son champ d'expertise initiale. Et le GIEC, en réalité, a installé quelque chose qu'on n'a pas vu exactement sous cette forme, même si ce n'est pas la première fois que dans l'histoire des sciences on a ce genre d'emballement, a installé un climat, disons un état d'esprit, et une sorte de doctrine commune qui donc fait... vous leur niez toute réalité scientifique. Vous dites non, il y a eu des choses évidemment très intéressantes qui ont été faites par le GIEC, surtout au début, dans leur premier rapport. Le premier rapport du GIEC date de 1990, il est extrêmement mesuré. Et il se conclut en disant l'influence du climat sur l'homme, enfin de l'homme sur le climat, on n'en sait rien. 95, deuxième rapport du GIEC, également très mesuré, sauf qu'au dernier moment, au moment où tout le monde était parti, un militant a réussi à rajouter une phrase qui a été la seule qui a été reprise à l'époque, parce qu'il commençait déjà à y avoir une bureaucratie qui se mettait en place et qui voulait survivre en annonçant des choses de plus en plus extraordinaires. Et c'est plutôt ça le problème du GIEC, c'est le fait qu'il ne doit sa survie, son intérêt, que parce qu'il annonce des catastrophes. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux, ça ne veut pas dire que les scientifiques sont malhonnêtes ou incompétents, ça veut dire qu'on n'est pas dans un climat, ça a installé un état d'esprit qui fait qu'on ne peut plus discuter sereinement ces questions. Beaucoup de questions sur la canicule. Il y a un de vos chapitres, Chloé Abédian, qui y est consacré, et vous dites qu'effectivement, la chaleur extrême est pour nous le reflet du changement climatique, sa conséquence la plus immédiate. Oui, parce que c'est là où on a le plus de données déjà depuis de très nombreuses années, donc les scientifiques sont assez d'accord sur son évolution là déjà depuis un petit bout de temps. Et c'est vrai que c'est rare lorsqu'on a des consensus scientifiques sur ces questions-là, mais là, pour la canicule, c'est vraiment un consensus de la part de tous ces chercheurs. Et d'ailleurs, même pendant l'écriture de cet ouvrage, j'ai dû rajouter des petits encadrés, même quand on était dans le travail de relecture, parce que cet été, on a battu vraiment des records, que ce soit en termes de température maximale ou de moyenne au niveau de la journée, des valeurs qu'on pensait voir peut-être qu'en 2050, qu'on a vu de façon un peu prématurée. Alors attention, ça peut être de la variabilité aussi annuelle et décennale, et c'est pour ça qu'on l'a effectivement à ce moment-là. Néanmoins, au niveau de ces travaux de recherche, ils partent du principe qu'en 2050, on aura 2 fois plus de canicules, avec celle de référence de 2003 qui va revenir quand même régulièrement. On sait à peu près bien ce qui va se passer en 2050. Pourquoi ? Car on a déjà émis nos émissions de gaz à effet de serre qui vont en fait alimenter notre climat pendant les 30 prochaines années. C'est pour ça qu'on sait à peu près ce qui va se passer. En revanche, à partir de 2050, on n'a encore rien fait. C'est pour ça que vous avez 3 courbes, notamment sur les rapports du GIEC, avec celle neutre en carbone, celle qui est modérée et celle où on ne fait rien, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on va faire entre maintenant et 2050 qui va finalement déterminer notre climat à partir du milieu du siècle. Donc c'est en ça où c'est super positif, c'est qu'en fait, on a encore les moyens de décider. Mais vous pensez que l'homme peut, aujourd'hui, en changeant son comportement, influer sur le climat ? Oui, bien sûr, et heureusement qu'il peut le faire. Heureusement qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent de nous y aider. Moi, forcément, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous pouvez dire à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on a prouvé, et
ces scientifiques du GIEC, même si vous semblez dire qu'ils sont un peu sous la coupe des États, on parle quand même de centaines et de centaines de chercheurs. Le consensus scientifique, vous le savez aussi bien que moi, est extrêmement compliqué à aller trouver, à aller chercher. Alors souvent, moi, quand je rencontrais les chercheurs de Météo France, notamment par rapport à la foudre, il y avait personne qui était d'accord. D'un côté, le réchauffement augmentait la foudre, de l'autre, ça le diminuait 15 jours après. Il me disait, en fait, quand il y a trop de données comme ça différentes, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Mais lorsqu'il y a effectivement un consensus qui commence à se mettre en place, c'est qu'on a vraiment un début de vérité, parce que c'est très dur pour les scientifiques de se mettre en accord justement sur ces questions-là. Et finalement, ce rapport du GIEC regroupe quand même des centaines de chercheurs qui arrivent à trouver ce consensus. Ils ne sont pas sous la coupe de l'État qui les oblige à dire les phrases telles qu'ils les imaginent ou telles que vous pouvez le penser. Il y a quand même un vrai travail de fond, des milliers de données quand même qui sont analysées par des chercheurs qui sont brillants. Et aujourd'hui, oui, ils nous alertent parce que malgré tout, cette accélération est extrêmement importante. Et ils ont surtout réussi dans les années 2000 à déterminer que c'était à cause du CO2 que cette accélération avait lieu. Donc, ils nous demandent d'agir justement sur nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'eux ont prouvé que c'était le CO2 qu'on était responsable. Est-ce que planter des arbres, ça c'est vraiment une solution ? C'est une des solutions, ça peut pas être la seule et l'unique, mais remettre de la végétation, bien évidemment, déjà parce qu'elle va absorber le CO2, donc elle a un travail de régulateur qui est extrêmement important, et ensuite elle va aussi donner de l'oxygène, donc elle a une double fonction essentielle, et remettre la végétation à l'intérieur des villes est d'autant plus important qu'elle va permettre de rafraîchir justement ces villes qui vivent des canicules extrêmement importantes, avec des îlots de chaleur urbains qui peuvent parfois faire une différence de 10 degrés par rapport aux campagnes. Benoît Rittaud, un mot de conclusion. Le consensus, c'est effectivement quelque chose qui est souvent avancé. Le consensus, en l'occurrence, il est à la fois factice et inutile. Inutile parce que la science ne fonctionne pas par consensus. Et on a quantité d'exemples historiques de consensus qui se sont révélés erronés, surtout quand la science en question est jeune. C'est-à-dire qu'autant le consensus sur la loi de la gravitation universelle, il est solide parce que c'est une science éprouvée, qui a fait ses preuves, qui a montré qu'elle était capable de faire des prévisions, autant un consensus sur des questions climatiques, c'est pas que c'est inintéressant, mais c'est pas très fiable au sens où jamais on a prévu le climat 50 ans à l'avance. C'est une science qui commence à peine à émerger. Donc le consensus est un peu, faut pas s'y fier trop. Et d'autre part, il est factice parce que ceux qui n'adhèrent pas au consensus ont des problèmes. Ouais. Par exemple, Peter Reid, qui est un éminent scientifique australien qui travaillait jusque-là sur la Grande Barrière de Corail à l'université, a perdu son travail simplement parce qu'il a dit dans un média que la Grande Barrière de Corail ne va pas mal, que périodiquement on annonce sa disparition, et que lui qui y est allé, il n'y voit pas de problème. Il est en procès avec son université, il est en train de le gagner, ça fait beaucoup de bruit en Australie, et donc ça montre que lui, il a pu le faire parce que c'est un grand professeur, bien d'autres ont intérêt n'auront pas son courage. La météo devient-elle folle? Enquête au cœur des phénomènes météorologiques. Chloé Nabédian, un livre passionnant aux éditions du Rocher. Je pense qu'on peut faire lire même à des ados parce qu'il y a beaucoup de... Ça explique très très bien tous les phénomènes, les cyclones, des tempêtes, tout ce qui nous interroge. Donc je le recommande vraiment aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Benoît Rittaud, également, d'avoir été là. Je pense que vous avez un site qu'on peut consulter. Le site des climato-réalistes. Merci à vous. À tout de suite. On va commenter l'actualité avec vous. Et évidemment, on va revenir sur les déclarations du ministre de l'Intérieur et du président de la République hier à propos des attentats à la préfecture de police de Paris.